Donc, je suis vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog et je suis aussi coprésident d'une association qui s'appelle HEALS, Healthy Life Extension Society. Et donc, mon intérêt principal des 2 prochains siècles, c'est les questions liées à la longévité. C'est pour ça qu'il y aura une grande partie de l'exposé qui portera là-dessus. Alors, je vais quand même commencer en improvisant un petit peu. Il va falloir. Hein. Sans slide, c'est beaucoup plus difficile. Mais non. Donc, le titre de l'exposé, c'est Humanité augmentée, vivre mieux et plus longtemps. Et donc, je débute par des aspects de contexte que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je pense que c'est quand même important de les rappeler. Première grande catégorie de contexte, c'est nous vivons un temps d'augmentation et un temps d'accélération sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Alors, ça comprend plusieurs aspects, ces accélérations et ces augmentations. Et le premier aspect, c'est ce qu'on désigne généralement par la loi de Moore, la conjoncture en fait de Moore. C'est le fait que depuis maintenant une 50aine d'années, les capacités informatiques doublent tous les environ 18 mois, enfin ça dépend de quel secteur informatique, mais donc doublent. Et nous amènerons peut-être, donc vers l'an 2045, à ce qu'on appelle le mécanisme de singularité. Le deuxième aspect, c'est la démographie. Donc nous sommes plus nombreux que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est une évolution qui était presque exponentielle jusqu'à la fin du XXe siècle et qui maintenant s'aplanit un petit peu. Mais cela signifie notamment que nous sommes 7 milliards d'intelligences cumulées. Et donc, c'est le troisième aspect d'augmentation et d'accélération. C'est les augmentations, les accélérations de l'intelligence. Selon un certain nombre de chercheurs, il y a ce qu'on appelle l'effet Flynn. C'est-à-dire que chaque génération semble plus intelligente, amasse plus de connaissances, mais aussi semble vraiment plus intelligente, même si l'intelligence est un concept compliqué, que les générations précédentes. Et puis, bien sûr, dernière catégorie d'augmentation exponentielle, ou en tout cas forte, les croissances de consommation et les croissances de production. Mais un autre mot-clé de ces dernières décennies, c'est probablement vertige. Nous vivons le temps des vertiges aussi, sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Le premier, pour moi, c'est, j'aime bien la petite phrase « Small brother is watching you ». Aujourd'hui, vous pouvez savoir sur moi, et je peux savoir sur l'un d'entre vous en 10 secondes, plus que ce que les personnages les plus puissants de la planète pouvaient savoir sur vous en quelques heures de recherche. Et donc, ce côté monde interconnecté, qu'on le veuille ou non, et où chacun sait tout sur le voisin, est un des premiers vertiges. Le deuxième vertige, c'est bien sûr le vertige de l'intelligence artificielle. On ne sait pas ce que c'est réellement l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est la conscience, mais on sait que les progrès dans ces domaines sont rapides. Le vertige suivant, c'est le vertige de la maîtrise du vivant. L'ADN artificiel. Donc on maîtrise de plus en plus le vivant et on peut réellement maintenant commencer à construire la vie. Et puis le vertige de l'augmentation de l'être humain, celui pour lequel je suis spécifiquement ici aujourd'hui. Et alors il y a des mais aussi, et donc ce n'est pas parce que je suis transhumaniste, ou moi je préfère le terme technoprogressiste, qu'à l'AFT, nous pensons qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de danger. Et il y a 2 domaines pour lesquels je voudrais parler déjà aujourd'hui brièvement. Le premier, c'est ce qu'on appelle généralement les risques existentiels. Il y a bien sûr toutes les questions liées à l'environnement, le réchauffement climatique, mais il y a aussi de nombreux risques que l'humanité se crée à lui-même et qui pourrait mener à sa destruction. En fait, il y a, en plus des questions environnementales, je dirais 5 grandes catégories. Nanorisques, risques biologiques, risque intelligence artificielle inamicale. Alors, intelligence artificielle inamicale,
ça n'est pas seulement le fameux Terminator, c'est aussi une intelligence artificielle qui nous détruirait sans s'en rendre compte. Hein. Comme disait quelqu'un, on ne sait pas qu'on n'aime pas les fourmis, mais on les supprime quand même sans se poser la question. Évidemment, tout ce qui est autour des armes. Et une des phrases les plus angoissantes et humoristiques à la fois que je connais, c'est le quotient intellectuel nécessaire pour détruire l'humanité diminue d'1% par année. Je reviendrai là-dessus dans les augmentations possibles par rapport à la question de l'augmentation morale. Et puis alors, il y a la dernière catégorie, ce qu'on ne sait pas. En fait, deux exemples à ça. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui n'avait jamais été envisagé comme un risque avant qu'il se déclenche. Et l'autre exemple, la première utilisation de l'arme nucléaire en 1945, un certain nombre de scientifiques n'étaient pas entièrement certains que cela n'aurait pas pour conséquence l'embrasement de l'atmosphère et donc la disparition de l'espèce humaine. Deuxième mais très important, c'est en réalité toutes ces évolutions exponentielles dont j'ai parlé, elles ne sont pas toutes exponentielles. Il y a des moments, le progrès technologique stagne. Donc là, j'ai donné un exemple français pour vous faire plaisir. Donc, entre les années 20 et la fin des années 60, il y a plus d'écart technologique en ce qui concerne le déplacement entre le biplan et le Concorde qu'entre le Concorde et l'Airbus 380 pour le même espace de temps à peu près. Ça veut dire que tout est politique, tout est économique et notamment le choix des progressions technologiques. 12 ans entre le Spoutnik et les premiers hommes sur la Lune, c'est quand même probablement l'accélération technologique la plus extraordinaire après Internet. Et puis, par contre, donc, j'ai donné l'exemple des transports et comme un ralentissement. Et pour nos choix d'amélioration humaine, ce n'est donc pas seulement l'avenir qui le dira, mais aussi ce que nous déciderons d'en faire, parce que, comme le dit David Latapi, un membre de notre organisation, on n'arrête pas le progrès, mais on peut le canaliser. Alors, le temps des augmentations et des améliorations envisageables maintenant pour l'être humain. En fait, il y a le signe qu'utilisent les transhumanistes, c'est souvent le signe plus, hein, plus fort, plus intelligent, plus moral et plus longtemps. Alors plus fort, on l'a vu dans la bande de présentation, mais je trouve que ça n'est pas, enfin plus fort, plus d'amélioration des sens et tout ça. Je pense que ça n'est pas la problématique la plus importante pour les transhumanistes ou d'ailleurs pour les citoyens en général. Plus intelligent, ça vaudrait un exposé en soi, mais je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai que 25 minutes. Plus moral, je voudrais dire que pour moi, c'est probablement la question la plus importante pour les augmentations humaines, après celle de la longévité. Pourquoi ? Parce que le développement de l'intelligence, c'est notamment le développement de la capacité à s'autodétruire. Et pour diminuer ces risques gigantesques, une des seules solutions, c'est de s'améliorer moralement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'améliore moralement. Hein. On est dans un monde dans lequel la violence est de moins en moins courante et devient de plus en plus anormale. Mais est-ce qu'on s'améliore dans ce domaine-là suffisamment, rapidement, pour éviter que ça tourne mal? Ça, c'est une des questions que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui valent certainement une discussion. Et puis, donc, ce dont je vais surtout vous parler dans la deuxième partie de cet exposé, c'est donc plus longtemps, la question de la longévité. Donc, je commence par la faire en mémoire de quelques-unes des 100 000 personnes qui vont mourir aujourd'hui, comme chaque jour. Il y a 150 000 personnes qui décèdent chaque jour, dont plus de 100 000 maintenant de maladies liées au vieillissement. Et je commence par quelques faits. La bonne nouvelle, c'est que au XXIe siècle, comme depuis 200 ans, l'augmentation de l'espérance de vie continue à progresser. Là, vous avez les statistiques, le nombre de décès en dessous par 1000 habitants depuis le début du XXIe siècle et au-dessus l'espérance de vie globale, toujours au début du XXIe siècle. Et vous voyez que l'un croît et l'autre décroît. Mais en fait, c'est trois grandes périodes différentes.
jusqu'au début, enfin jusqu'aux années 50, 60, 70 dans le Nord, c'était la fin de la mortalité infantile qui est devenue tout à fait négligeable dans les pays du Nord et qui est en train de devenir négligeable dans la plupart des pays du Sud. La deuxième grande période, c'est la diminution des maladies infectieuses, des morts par violence, des accidents, etc. Qui, ici aussi, pour ce qui concerne les pays du Nord, c'est en train de devenir négligeable. Dans les pays du Nord, on considère que 90% environ des décès sont dus aux maladies liées au vieillissement. Et puis, mais c'est seulement depuis 1, 2, 3 décennies, la diminution des dégradations suite au vieillissement. Alors, retarder le vieillissement, retarder la durée maximale de vie, ça reste extrêmement ardu et c'est même, donc aujourd'hui, c'est encore impossible. Les centenaires, c'est la tranche d'âge qui est à la croissance la plus rapide, que ce soit dans les pays du Nord, que ce soit dans les pays du Sud. Les maladies cardiovasculaires tuent de moins en moins, les progrès sont rapides. Les cancers tuent de moins en moins à âge égal, les progrès sont rapides également. Mais 122 années, l'âge atteint par Jeanne Calment, décédée en 1997, reste le maximum absolu et le restera au moins jusque 2020, puisque la personne la plus âgée au monde a actuellement 115 ans et elle n'est pas précisément en pleine forme. Et le nombre de super centenaires, ça c'est quelque chose que, curieusement, même les pessimistes ne relèvent quasiment jamais. Le nombre de super centenaires, donc super centenaire, c'est un terme technique utilisé pour les personnes qui ont dépassé l'âge de 110 ans. Ce nombre stagne et en fait on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être les particules fines, peut-être l'obésité, peut-être les cocktails toxiques que l'on absorbe, mais en fait il n'y a aucune raison purement vraiment satisfaisante pour l'expliquer. Et enfin, il y a bien sûr la croissance des maladies neurodégénératives qui, elle, s'explique par la croissance de l'espérance de vie. Mais comme dans ce domaine-là, on ne progresse guère, le nombre, lui, il progresse. Alors, quand je vous parle et quand les transhumanistes, en fait, les transhumanistes, il y a, c'est un peu comme les trotskistes pour ceux qui font de la politique, hein, il y a autant de trotskisme qu'il y a de trotskistes, et donc il y a autant de transhumanisme qu'il y a de transhumanistes. Mais il y a un point commun, c'est que le fait de considérer la longévité comme quelque chose de positif, et donc l'immortalité biologique comme une sorte d'objectif à long terme, c'est pour tous. Mais c'est plus large que ça. D'ailleurs, en Belgique, un ancien Premier ministre, Mark Henskens, vient de déclarer, j'ai lu ça dans le journal il y a 2-3 jours, que le transhumanisme était une idée en croissance et pour lui, il voit par le transhumanisme surtout l'aspect progression de la longévité. Il a lu le livre La mort de Laurent Alexandre que je vais citer tout à l'heure, mais il a 81 ans, ce qui explique peut-être un petit peu aussi son intérêt. Bon, quelques précisions donc. Pas de vieillissement, les transhumanistes entendent pas de vieillissement. Alors ça a l'air un rien tautologique, mais n'empêche, toutes les discussions finissent toujours par ah ben oui, mais en fait, si nous vivons plus longtemps, nous allons être de plus en plus usés, voir les autres mourir, perdre la mémoire. Non. Si les progrès en matière de nanotechnologie, de cellules souches, de thérapie génique, de produits, etc., permettent un équilibre entre dégénération et régénération, ce qui n'est pas inimaginable, eh bien, il n'y aura pas tous les aspects. Il y aura une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Et on peut imaginer ce qui s'appelle la vitesse d'échappement à la longévité. Donc on peut imaginer qu'un jour, aujourd'hui on gagne 3 mois d'espérance de vie par année environ. On peut imaginer un jour d'atteindre 12 mois par année et donc en fait de ne plus mourir de vieillesse et de devenir entre guillemets immortel, c'est-à-dire immortel dans le sens ne plus mourir de vieillesse uniquement, sans nous en rendre compte, un peu comme un certain nombre de maladies sont petit à petit en train de devenir des maladies chroniques. Hier, les leucémies des enfants, aujourd'hui le cancer du sein, et demain, et même déjà aujourd'hui, le sida, qui aux États-Unis, l'espérance de vie d'une personne atteinte du sida est devenue, dans certaines catégories sociales, à peu près la même que l'espérance de vie d'un citoyen ordinaire. C'est important de savoir qu'une réduction radicale du vieillissement, c'est moins bouleversant qu'il n'y paraît. Donc vous avez probablement lu de temps en temps la phrase le premier être humain qui atteindra 1000 ans est peut-être déjà né, mais en tout cas, par contre, il y a une chose qui est certaine, il n'aura pas 200 ans avant l'an 2100. Et donc c'est moins bouleversant que ça n'apparaît
a priori, puisqu'on ne gagne jamais qu'une année par année, et la stabilisation du vieillissement n'est pas donc un bouleversement similaire à ce qu'est par exemple le bouleversement Internet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de vivre plus longtemps? Pourquoi pour les individus, ça c'est clair, mais pourquoi aussi pour la collectivité? Ça veut dire, premièrement, des coûts de soins de santé considérablement diminués. Là, vous avez un exemple de statistique de schéma montrant la différence entre les dépenses médicales pour des personnes âgées de plus de 65 ans durant la dernière année de vie, donc celle durant laquelle les maladies liées au vieillissement font des dégâts et coûtent extrêmement cher, et une année ordinaire, encore une fois, une année ordinaire après 65 ans. Donc vous voyez que la différence est considérable, c'est des statistiques aux États-Unis. Bien sûr, rien que cela vaudrait plus de 25 minutes de débat et d'exposé. Il y a la question, une vie plus longue signifie une période productive plus longue. Je ne vais pas aller dans les détails, sauf pour dire qu'il faut toujours être attentif au fait que, actuellement, et pour un avenir encore prévisible, c'est surtout les gens les plus aisés qui vivent plus longtemps. Et donc, si on imagine une pension qui redevient à un âge plus élevé, c'est important que ça ne soit pas pour les ouvriers, mais d'abord pour les cadres, je dirais, hein, pour les gens comme nous, quoi. Alors, la meilleure, pour le dire de manière un peu provocatrice, la meilleure manière pour lutter contre la surpopulation, c'est de vivre plus longtemps. Alors, ça a l'air provocateur, mais c'est extrêmement clair qu'il y a une corrélation très étroite entre l'espérance de vie, qui est ici en ordonnée, et le nombre d'enfants par femme, qui est ici en abscisse. Et donc, vous voyez la comparaison entre, oui, on voit bien ici, entre 1962 et 2012, chaque cercle représente un pays. Et donc, les seuls pays dans lesquels, pour le moment, le nombre d'enfants par femme reste élevé, ce sont les pays d'Afrique subsaharienne. Ce sont également la dernière grande région du monde dans laquelle l'espérance de vie est de moins de 60 et même parfois de moins de 50 ans. Alors, vivre beaucoup plus longtemps, ça signifie un monde plus durable, parce que d'abord l'expression après moi le déluge, hein, qu'on a tous quelque part quand on songe à l'environnement notamment, s'applique beaucoup moins évidemment, voire ne s'applique plus du tout, parce que ça signifie une moindre consommation, parce que les gens plus âgés ont tendance à consommer moins, à être plus prudents, et donc à se dédépêcher, comme on dit en néerlandais. Mais aussi, et cela revient à ce que je disais par rapport au risque existentiel, parce qu'une société dans laquelle les citoyens avancent en âge sans se dégrader, c'est une société qui devient naturellement beaucoup plus pacifique et beaucoup plus heureuse. Quand on demande aux gens quel est leur niveau de bien-être, comment ils se sentent, quel est leur niveau de bonheur, il y a une sorte de courbe en U. Les gens jeunes sont heureux, les gens d'âge mûr sont moins heureux, et les gens qui avancent en âge sont à nouveau beaucoup plus heureux jusqu'au moment où il y a le mécanisme de dégradation du vieillissement. Donc, contrairement à ce qu'on pense parfois, en fait, ce sont les gens plus âgés qui sont plus heureux, mais, et surtout, c'est les gens plus âgés qui commettent le moins d'actes de violence. Là, vous avez des statistiques en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je vous entends rire, mais donc les gens les plus âgés commettent beaucoup moins d'actes de violence, pas parce qu'ils ne sont plus physiquement capables d'écraser une petite vieille qui passe dans la rue, mais parce que l'écoulement du temps et l'adaptation à la société fait que la violence diminue rapidement. Et c'est, encore une fois, extrêmement important dans une société dans laquelle la violence, la capacité à la violence se démocratise. Donc, oui, ça je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, donc vivre plus longtemps et plus pacifiquement dans un monde qui est de plus en plus dangereux, c'est pour moi une des raisons fondamentales pour lesquelles permettre aux gens de vivre beaucoup plus longtemps est important. Et donc, pour le dire de manière, encore une fois, un petit peu provocatrice, je pense que l'État devrait subventionner la progression de l'espérance de vie. L'État, quand je dis l'État, l'Union européenne, les collectivités, etc.
notamment parce que il y a, et ça va peut-être venir dans le temps des questions, mais il y a cette crainte profondément ancrée d'une société dans laquelle les pauvres pourraient penser qu'ils vont continuer à mourir, pendant que les riches, eux, peuvent vivre sans limitation. Donc c'est fondamental que ce soit des recherches qui sont des recherches collectives et qui permettent une appropriation après collective pour que les produits et les méthodes permettant la longévité soient accessibles à tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des partenariats avec le privé qui sont possibles. Je suppose que les orateurs suivants avanceront des pistes dans ces domaines-là. Mais donc, ce que je voudrais dire aussi ici, c'est que l'idée, la France et l'Europe sont 50 ans en retard, n'est quand même pas totalement correcte. Vous avez probablement entendu parler de Google qui a créé une société qui s'appelle Calico, qui a vraiment pour objectif de faire des recherches qui vont faire progresser en matière de longévité, mais c'est seulement il y a quelques mois. Donc Calico, c'est le nom de la société Made in Europe ou Made in France. Ce n'est pas totalement inenvisageable, d'autant plus que nous avons des spécialistes, enfin vous avez, moi je suis belge, vous avez des spécialistes mondiaux des questions de longévité, notamment Laurent Alexandre. J'ai commencé par Laurent Alexandre parce qu'il vit en Belgique, lui. Donc, voilà. Et on peut imaginer, parmi les choses qui peuvent être imaginées et qui, à mon avis, ne sont pas les pistes les plus prometteuses à long terme, mais qui sont les pistes les plus spectaculaires, c'est tout ce qui est test de produits permettant la longévité. Alors j'ai mis quelques exemples là. Et sur quels animaux est-ce qu'on pourrait les tester? On peut, les tests traditionnels en matière de longévité ou en matière de produits, c'est sur des souris. Mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important de les faire sur des souris âgées. Alors une souris a plusieurs avantages, parmi lesquels le fait que c'est une expérience de vie très courte, moins de 3 ans. Donc si un industriel décide d'investir à peine quelques millions d'euros, avec des souris âgées de 18 mois, il pourra avoir un impact, à la fois un impact scientifique et médical, mais aussi un impact médiatique, au bout de à peine 1 ou 2 ans, en pouvant dire tel et tel produit ont eu un impact sur la durée de vie, en tout cas des souris. Sur l'homme, il faut encore voir. Et on pourrait aussi utiliser quelques millions, ou en tout cas quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'entrecôtes pour faire des tests de longévité, donc d'entrecôtes vivantes évidemment. Donc le cochon a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients pour lui, dont celui d'être extrêmement proche biologiquement de l'être humain. J'en profite pour dire 2 mots par rapport à toutes les réticences sur les expériences animales. Ce serait un peu paradoxal que, par exemple, si on commence à faire des expériences sur les cochons, on s'y oppose au nom du bien-être animal, tandis qu'on les mange par ailleurs depuis quelques millénaires. Bien, alors j'arrive déjà, je pense, au bout, presque, mais quand même. Pour moi, la question de la longévité, c'est une question d'égalité. Donc, il y a un certain consensus pour l'égalité entre hommes et femmes, hein, assez large, on peut même dire. Un certain consensus aussi large pour l'égalité selon les origines. Un consensus un peu moindre, surtout dans une école de business, pour l'égalité selon les origines sociales. Enfin, non, j'espère quand même pas trop bas. Et donc, pour ce XXIe siècle, une des questions, c'est la question de l'égalité pas entre pigeons et êtres humains, mais entre riches et vieux. Entre vieux et jeunes. Voilà, intéressant comme lapsus. Donc, entre jeunes et âgés. Et je pense qu'il y a un devoir global des gouvernants et des entreprises de protéger la vie des citoyens chaque fois que c'est possible. Et ici, c'est en train de devenir possible. Mais je veux terminer cette petite introduction au transhumanisme par la question comment et pourquoi est-ce que nous avons appris à aimer la mort? Parce que pour moi, l'exposé que je fais, ça devrait être quelque part quelque chose d'absolument évident. Et pourtant, ça n'est pas absolument évident que si c'est techniquement possible, on doit vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Alors,
comment est-ce qu'on a appris à aimer la mort? L'homme est le seul animal qui a la certitude de sa fin. Alors parfois les gens disent non, non, les dauphins, etc., savent que, hein, et le chien qui va mourir va dans un coin. Le chien et le dauphin, de toute façon, ne sait pas que le mécanisme de vieillissement est quelque chose d'inéluctable et que donc, si tout va bien, entre guillemets, ça se terminera par votre cœur, votre rate, vos sphincters, vos muscles, etc., qui vont petit à petit lâcher, quelque chose que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi, hein, je pense, et qui pourtant va vous arriver statistiquement pour le moment dans 90% des cas, et pour les plus âgés d'entre vous, plutôt dans 98% des cas. Donc rationnellement, c'est totalement insoutenable, et donc la seule solution inconsciente que l'être humain a pour rendre quelque chose d'insoutenable soutenable, c'est donc d'en faire quelque chose de soutenable, de se raconter des histoires pour dire qu'il y a quelque chose comme une belle mort. Et donc l'être humain a une capacité absolument extraordinaire, inconsciente, pour se raconter des histoires, pas seulement des histoires religieuses, on pourrait dire, mais c'est même probablement plus difficile de transformer cela en quelque chose de soutenable quand ce n'est pas religieux. Alors, jusqu'ici, on peut dire que dans l'histoire de l'humanité, le fait de trouver la mort par vieillissement, quelque chose de positif, était finalement la moins mauvaise solution. Mais là, aujourd'hui, vous connaissez probablement la petite phrase ironique, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bien, pour le moment, on est plutôt un peu dans l'autre situation. Ils ne savaient pas que c'était devenu possible de lutter contre le vieillissement, alors ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas essayé, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte, et c'est pour cela notamment que je suis ici pour essayer de vous convaincre et pour surtout dialoguer pendant, avant, après. Enfin, avant, c'est trop tard. Si vous voulez plus d'informations, donc vous avez le site de l'AFT Technoprog, le site de Reels. Je réponds toujours aux courriers électroniques, y compris ceux des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec moi, avec plus de plaisir même. J'ai commis un petit livre, et puis maintenant, c'est le moment des questions, et je vous remercie. Merci beaucoup.